On ne plaisante pas avec l'info, ensemble jusqu'à midi. La réponse du Kremlin à l'instant à l'ultimatum américain. Deux choses très importantes. D'abord, le Kremlin au sujet des sous-marins américains placés sur place dit le Kremlin appelle à la prudence dans la rhétorique nucléaire. Voilà l'une des réponses du Kremlin, la prudence dans la rhétorique nucléaire. Et alors que nous avons appris par la voix du président américain Donald Trump que son émissaire Steve Witkoff se rendrait en Russie mercredi ou jeudi, le Kremlin répond, une visite qui sera importante et utile autour de ce plateau. Le général Chouvency, Michel Fayad, Claire Cambier, déjà sur le nucléaire, le message du Kremlin, la rhétorique du Kremlin est d'importance également. Oui, on a là une réponse qui arrive 48 heures après la mise à l'eau, oserais-je dire, des sous-marins par Donald Trump. Dans les 48 heures, donc on ne s'est pas pressé. On attend que ça se calme un peu, on ne s'affole pas du côté russe, mais on réagit quand même, et en retournant un petit peu finalement ce qui se passe depuis 3 ans et demi, parce que celui qui anime la rhétorique nucléaire depuis 3 ans et demi, c'est bien Vladimir Poutine. Donc voilà, donc il appelle à la prudence, il ne jette pas d'un revers de main ce qu'a fait Donald Trump, il le prend en considération, mais il le met à un niveau relativement modéré pour à la fois ne pas l'énerver, montrer qu'on réagit et puis rester calme. Donc je trouve qu'effectivement, cette réponse était pour moi prévisible depuis 48 heures. Pas tout de suite, voilà, pas tout de suite, mais répondre quand même pour effectivement ne pas mettre Donald Trump dans une position où il sera obligé de s'énerver. On sait que Donald Trump s'énerve, on ne sait jamais où on va. Michel Fayad, on a beaucoup ici parlé de la rhétorique utilisée par le président américain Donald Trump. On a souvent dit qu'il était épidermique, qu'il avait été piqué presque à vif par le fait que Vladimir Poutine balayait d'un revers de main ses ultimatums successifs. Est-ce que c'est la bonne façon, cette fois, de pouvoir parler à Donald Trump, d'appeler à la prudence dans la rhétorique nucléaire ? Moi, je pense que les Russes et les Américains sont en train de se parler. Si Witkoff va faire son voyage, c'est que forcément ça a été préparé et discuté derrière les rideaux, comme on dit. Et donc je pense que la déclaration du Kremlin s'inscrit dans cela. Je pense qu'avant qu'elle soit rendue publique, elle a été même discutée avec les Américains au préalable. En fait, c'est de la pure diplomatie, c'est du langage diplomatique, et donc ça a pu être discuté. Porte-parole du Kremlin, c'est lui qui dit cela, oui. Dmitri Peskov. Nous pensons que tout le monde doit faire preuve d'une grande prudence, Claire Cambier, dans ses déclarations sur le nucléaire. Tout le monde, ça veut dire Donald Trump, mais ça veut dire aussi Medvedev, qui avait agité quand même cette menace de la main morte, ce système automatisé ou peut-être semi-automatisé, selon certains experts, de lancement de salves nucléaires si jamais la Russie était attaquée. Il y a un autre pan dans cette déclaration du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui dernièrement prend la parole pour distiller des messages d'importance. Il faut le reconnaître, notamment en ce qui concerne la visite de l'émissaire américain, Steve Witkoff, prévu d'après le président américain donc à mercredi ou jeudi prochain. Il dit que cette visite sera importante et utile. Et parce que les mots, en général, ont un sens, importante d'une part, utile de l'autre. En quoi est-ce qu'elle est importante ? En quoi est-ce qu'elle sera utile ? Alors, c'est très difficile à décoder, importante sûrement, parce que c'est bien dire Donald Trump, vous nous envoyez un émissaire, on va le traiter comme un émissaire de qualité. Donc déjà, c'est témoignage de respect, de prise en considération. Toujours pareil, on ménage les susceptibilités et on prend au sérieux ce déplacement. Maintenant, utile. Alors le problème, c'est que dans cette affaire-là, on ne parle pas des Ukrainiens depuis tout à l'heure. On n'en parle pas. Les Ukrainiens, où sont-ils ? Donc le mot utile, pour qui ? Utile pour les Russes et les Américains, c'est un peu ce que vous aviez évoqué sur le deal très économique qui pourrait se faire, mais il faut bien qu'à un moment donné, l'utilité soit aussi pour le conflit, donc pour les Ukrainiens. Et c'est là, c'est très sibyllin finalement. Donc utilité pour qui ? Dans quel contexte ? Et moi, je reste convaincu que les Américains et les Russes vont s'entendre de toute façon sur certains points en bilatéral. Maintenant, la question, est-ce que l'Ukraine sera vraiment prise en compte ou simplement d'une manière marginale, complémentaire du sujet ? Et ça, on verra. Là, on est dans l'expectative. Michel Fayad. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que le général vient de dire. Et j'aimerais dire aussi quand même que dans l'histoire, les États-Unis ont déjà laissé en plan des pays et même faire des accords dans leur dos.
notamment par exemple sur le Liban en 1990. Quand il y a eu à la fin de la guerre, eh bien, les Américains se sont entendus avec les Syriens et les Saoudiens au détriment des Libanais. Les Libanais manifestaient tous les jours, il y avait 1 million de personnes qui étaient dans la rue chaque jour. Et les Liban n'étaient pas à la table des négociations. Donc ils ont marchandé sur son dos. Et ce qui est arrivé donc au Liban en 90 peut très bien arriver à l'Ukraine aujourd'hui, malheureusement. Claire Cambier. C'est ce qui est craint clairement par la population ukrainienne. Quand on en discute, que ce soit avec les civils ou les militaires, ils savaient que l'arrivée de Donald Trump allait un peu bousculer les choses et changer la donne. Mais ils ne savaient pas si ce serait en bien ou en mal. Et voilà depuis quelques mois que pour l'instant, ils sont un peu exclus de toute avancée. Subodhon, imaginons ces conversations entre Steve Witkoff d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre. Qu'est-ce qui aujourd'hui, et d'après vous et d'après votre expertise générale de cette guerre depuis le début, pourrait être mis sur la table de façon à ce que les choses avancent d'un côté comme de l'autre, sachant qu'à la table de cette discussion, c'est une discussion, on le rappelle, qui aura lieu mercredi ou jeudi en Russie, il n'y a pas effectivement les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on met sur la table ? De quoi est-ce qu'on parle ? Très concrètement, comment ça se passe ? J'avoue que là, il y a la menace. Mais bon, la menace sur la Russie aujourd'hui, quelle qu'elle soit, ne me semble pas très efficace. Donc si on reste dans la notion d'utilité, d'efficacité, il faut trouver autre chose. C'est les engagements peut-être des États-Unis dans des nouveaux deals économiques avec la Russie. Pourquoi pas ? C'est possible ça ? Pourquoi pas ? Il y a des intérêts économiques énormes en termes de matières premières, matériaux stratégiques. N'oublions pas quand même que les centrales nucléaires américaines sont dépendantes en grande partie du combustible retraité en Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump, pour la France, alors qu'il assaille le monde de droits de douane, alors qu'il y a cette guerre depuis laquelle il s'est positionné en faiseur de paix. N'oubliez pas qu'il veut le prix Nobel de la paix, il espère avoir une paix rapide sur ce front. Pourrait commercer avec Vladimir Poutine pour accélérer les choses, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de commerce entre les deux pays, quasiment. Ça serait en bout de chaîne. Entre-temps, il y aura un certain nombre d'étapes intermédiaires. Donc, l'étape intermédiaire, qu'est-ce qu'il va demander ? Il va quand même demander à Vladimir Poutine de modérer peut-être ses exigences. Parce qu'en fait, c'est ça la question aujourd'hui. Les exigences de Poutine sont telles qu'elles ne peuvent pas être acceptées par l'Ukraine. Voilà. Donc, qu'est-ce que Poutine pourrait accepter de lâcher, même un petit peu, pour inciter à ce qu'il y ait une vraie rencontre de négociation et qui serait très longue de toute façon, sachant qu'il est peu vraisemblable. Le cessez-le-feu, parce que c'est des choses qui arrivent régulièrement. Ça, vous n'y croyez pas ? Pas du tout. Parce qu'on accepte un cessez-le-feu que quand on est en difficulté ou si on a un grand intérêt à l'avoir. Pour l'instant, je ne vois pas les Russes avoir ni la difficulté, ni le grand intérêt. Non, pour l'instant... Même économique ? Nous sommes dans une vision messianique de la guerre en Ukraine pour Vladimir Poutine. Messianique, ça veut dire... on reconstitue la vieille Russie. Donc, toutes les pertes qu'on peut subir, ce n'est rien par rapport à cette grandeur à retrouver. On va l'écouter, le président Poutine, le président russe. La dernière fois qu'il s'est exprimé, en tout cas au vu du monde entier, c'était avec M. Loukachenko, président biélorusse. Intéressant de voir la sémantique qu'il utilise sur ses objectifs de guerre quand il reprend M. Loukachenko à ce sujet. Regardez, on en parle après. L'Ukraine devrait courir vers Vladimir Poutine, le supplier de s'asseoir à la table des négociations et d'arriver à un accord. Sinon, dans 1 mois et demi, voire 2, je ne sais pas trop, il ne restera même plus de structures défensives en Ukraine. Les Russes vont tout détruire, tout saisir et avancer. Récupérer, pas saisir, c'est à nous. Les Russes vont tout saisir, tout détruire et avancer, dit M. Loukachenko. Vladimir Poutine le reprend avec un air très sérieux. Il ne sourit pas à ce moment-là, soyons très clairs. Il dit non, on va rien saisir du tout, on va reprendre ce qui nous appartient. Ce qui nous montre bien que les objectifs de guerre russes, en tout cas au moment où il parlait ici, devant le monde entier, sont inchangés. Alors en quoi est-ce que cette rencontre qui va se tenir mercredi ou jeudi prochain entre Steve Witkoff, émissaire américain, et Vladimir Poutine, président russe, va, selon le Kremlin, être importante et utile? Comment, si personne ne bouge de ses positions? En fait, vous savez, aux États-Unis, que ce soit sur le dossier du Moyen-Orient ou le dossier russe-Ukraine, il y a toujours 2 tendances qui s'affrontent. Et aux États-Unis, le département d'État avec Marco Rubio est très pro-ukrainien et très anti-russe. Et comme par hasard, celui qui est envoyé n'est pas un diplomate du département d'État, c'est un businessman
un homme d'affaires, donc Witkoff, qui est donc un ami d'affaires de Donald Trump. Et donc ça signifie qu'il envoie un message aux Russes également. Donc faisons un deal commercial. Je reviens à cette idée-là qui est totalement vraie, parce que pour les États-Unis, il y a... Vous savez, comme ils avaient essayé de négocier avec Zelensky pour les métaux rares, les métaux stratégiques et les terres rares. Aujourd'hui, il y a une grande partie de ces métaux stratégiques et terres rares en Ukraine qui ont été annexés et pris par la Russie. Et la Russie elle-même a un certain nombre de métaux stratégiques et de terres rares. Et Poutine avait déjà annoncé au préalable qu'il était prêt à négocier avec les Américains et même à leur en vendre ou même à permettre de l'investissement américain sur le sol russe. Il y a aussi pas mal de choses qu'il faut dire, c'est que autrefois, les États-Unis étaient de grands producteurs de terres rares. Et ensuite, les États-Unis ont cessé leur production de terres rares. Et puis, quand ils ont recommencé, ce sont avec des fonds chinois et comme acheteur, la Chine. Donc, en fait, les États-Unis sont vraiment dépendants de l'extérieur. Et là, Poutine leur propose de venir investir en Russie, donc d'être propriétaires eux-mêmes de mines de terres rares et d'importer aux États-Unis ces terres rares. Donc, il y a quand même un jeu assez malin de ce côté-là. Et encore une fois, la discussion avec Witkoff, ça va être une discussion commerciale parce qu'il est un homme d'affaires et pas une discussion complètement diplomatique avec des gens qui défendent l'Ukraine comme les gens du département d'État. Cette déclaration du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, nous sommes toujours heureux de voir M. Witkoff à Moscou, dit-il, et toujours ravi d'être en contact avec lui. Bien écoutez, tout le monde est ravi de se rencontrer apparemment. Il continue, nous pensons que ces contacts sont importants, constructifs et utiles. Claire Cambier, il y a un absent. Et vous connaissez cet adage, hein, les absents ont toujours tort, mais il y a un absent ici, c'est l'Ukraine. Volodymyr Zelensky n'est pas convié. Si la Russie est toujours très heureuse de rencontrer les Américains, elle n'a aucune intention pour l'instant de rencontrer les Ukrainiens. Est-ce qu'on peut bien négocier de la façon telle qu'elle est annoncée ? C'est ce qui est compliqué. Après, pour Donald Trump, c'est pas forcément un problème. Lui, ce qu'il cherche à obtenir aussi, c'est une rencontre en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Ça serait une petite victoire pour lui. Et tant pis si l'Ukraine n'est pas à la table à ce moment-là. C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'on peut imaginer autour de ce plateau, connaissant Donald Trump, j'ai presque envie d'utiliser, peut-être à tort, allez-vous peut-être me corriger, mon général, l'instabilité parfois, ou à tout le moins le fait qu'il ait des propos très épidermiques, Donald Trump, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un retournement très vif de situation, Donald Trump qui pourrait cette fois, après cette rencontre de son émissaire avec les Russes, changer et donner peut-être un ultimatum aux Ukrainiens ? Si vous ne cédez pas sur ça ou sur ça ou sur ça, les Américains, c'est fini, on ne vous aidera plus. On peut imaginer ça, un retournement de situation ? Déjà, il n'y a plus beaucoup d'aide américaine. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, c'est un moyen de pression qui ne passe pas, du coup. Mais il y en a encore, un peu. Un peu. Mais bon, tout est possible. Mais il l'a déjà fait. Hein. Il l'a déjà fait. Donc, ce serait remettre le couvert. Voilà, maintenant, le changement total... Enfin, moi, je reviens toujours à cette idée que la perception que j'ai de la politique étrangère de Donald Trump, c'est que de toute façon, l'Ukraine ne l'intéressant pas, plus vite il s'en dégage, plus vite il sera content. Voilà, c'est son objectif. Maintenant, l'habileté de la Russie, c'est d'éviter de le fâcher. Voilà, donc il ne faut pas le fâcher. Donc d'abord, on fait comme Zelensky, d'abord on dit merci, hein, on caresse dans le sens du poil, de telle façon qu'il ne se braque pas. Oui. Et finalement, obtenir des résultats favorables à la Russie sans mettre Donald Trump en colère, qui justement pourrait faire un nouveau changement de position, mais là, au profit de l'Ukraine. Donc en fait, c'est neutraliser Donald Trump. Mais pas le fâcher, mon général, c'est une chose. Le rallier une cause, c'en est une autre. On sait que Donald Trump a toujours dit, jusqu'au dernier jour, hein, ça ne date pas d'il y a très longtemps, hein, son changement de braquet de position sur Vladimir Poutine, il a toujours dit « he's a great guy ». C'est un super gars. Ces deux hommes parlent presque le même langage, hein. Langage qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Néanmoins, ils se comprennent. Est-ce que dans ces négociations avec la Russie pourrait avoir des arguments pour apaiser Donald Trump d'une part, vous avez raison, ne pas le fâcher, et puis d'autre part, le convaincre sur d'autres plans? Non, je ne crois pas qu'il y aura de changement radical cette semaine, mais il pourrait y avoir, comme je disais tout à l'heure, un enclin, parce qu'il pourrait y avoir une annonce d'une rencontre entre les deux,
Et déjà, ça serait quand même un point de gagné pour les Russes. Et puis un point pour Trump de dire écoutez, je vais le voir, et ça va être du 50-50, un peu comme il avait dit pour Madame von der Leyen, où il disait je vais la voir en Écosse, ça va être du 50-50, on verra. Puis une heure après leur rencontre, we have a deal. Donc, the greatest deal. Le deal le meilleur que les deals aient connu. Vous voyez ces images, ce sont des images d'archives. C'est la dernière fois que Steve Witkoff est allé à Moscou rencontrer. Et c'est lui qui avait cédé rencontrer le président russe. Et c'est lui qui, cette fois-là, lors de cette rencontre, avait dit que les États-Unis sont prêts à reconnaître l'annexion des 4 oblasts. Absolument. C'est lui qui avait reconnu qui avait accepté ce que les Russes demandaient. Et c'était le 11 avril dernier. Donc on se dit, si à chaque rencontre il y a un changement de braquet, à quoi, d'après vous, Claire Cambion, on peut s'attendre avec cette nouvelle rencontre de mercredi ou de jeudi? Oui, c'est ce qui avait d'ailleurs braqué beaucoup d'Ukrainiens à l'époque. Vous vous souvenez, il avait fait appel à des traducteurs du Kremlin, ce qui ne correspondait pas au protocole. Il avait accepté finalement un petit peu tout ce que les Russes souhaitaient, et tout le monde s'était posé la question, en tout cas côté ukrainien, mais où sont les négociations finalement dans cette rencontre? Quelle position de l'Europe? Quelle position de l'Europe? Quelle position des pays d'importance? Quelle position de la France, de l'Allemagne, de notre allié au Royaume-Uni, s'il y avait un changement dans le comportement américain? J'allais vous poser la question, quel est le numéro de téléphone, mais je ne vais pas le faire, parce que là, il y a quand même un problème. L'Europe, elle est claire, l'Europe, hein, elle soutient l'Ukraine. Elle fait les réunions qui vont bien, elle fait les communiqués qui vont bien, elle donne du financement dans ce qu'elle peut, elle donne de l'armement, le donne dans ce qu'elle peut. Mais aujourd'hui, là non plus, on parlait, l'Ukraine n'y est pas, mais l'Europe non plus. Hein. Alors l'Europe est quand même un petit peu concernée par ces questions de sécurité. On revient à tout le débat qu'on a depuis des semaines. Hein. En fait, moi je dirais presque que l'Ukraine aujourd'hui nous fait gagner du temps pour essayer de construire une architecture de sécurité qui nous protège demain. C'est comme ça que vous le voyez? Totalement. C'est-à-dire que tout ce qui est entrepris par les différents États européens, en dénonçant bien sûr la Russie, c'est reconstituer l'architecture de défense, préparer une guerre éventuelle pour ne pas avoir à la faire, et en étant reconnaissant objectivement à l'Ukraine de faire le sacrifice, de nous donner le temps nécessaire pour y arriver et ne pas être agressif. Ça pouvait se faire, ou ça devait se faire dans 4 ou 5 ans. C'est très cynique ce que je vous dis, mais je crois que c'est comme ça qu'aujourd'hui qu'il faut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment derrière, qu'il n'y a pas une admiration, une affection pour l'Ukraine et pour le sacrifice qu'elle fait. En général, elle a 4 ou 5 ans l'Ukraine encore? Elle a 4 ou 5 ans quand les Américains ferment les robinets, quand l'Europe ne s'est pas encore réarmée, quand on ne parle pas tous d'une même voix, quand on n'a pas les moyens financiers de pouvoir se défendre? Je ne pense pas qu'elle les a. Néanmoins, c'est ce que nous souhaitons, je pense, parce que pour l'instant, l'Europe ne veut pas que l'Ukraine perde, et elle fera tout ce qu'elle peut pour que l'Ukraine ne perde pas. Donc elle fera durer le conflit, puisque nous avons besoin de ce délai, de ce calendrier, pour justement être prêts demain. Voilà, alors est-ce que c'est vraiment l'objectif stratégique de tous les gouvernants? Je n'en sais rien. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Hein. Maintenant, la réalité au jour le jour, c'est qu'on veut que l'Ukraine résiste, et surtout derrière, ce qu'on n'a pas beaucoup évoqué tout à l'heure, que le droit international soit appliqué, au sens qu'on ne doit pas avoir d'agression tolérée sur un État à nos frontières. C'est pas gagné dans le reste du monde en ce moment. Hein. Je ne veux pas faire un grand débat sur le droit international et sa pertinence au XXIe siècle, mais je crains que le droit international tel qu'il a été conçu entre 1945 et je dirais 1990 et plutôt après jusqu'en 2022, aujourd'hui a du plomb dans l'aile. Michel Fayad. Oui, je voulais dire 2 choses. La première, que Witkoff, étant donné qu'il avait fait lui-même les concessions par rapport à la Russie, il est difficile pour lui de revenir sur ces concessions. Donc il va avec un point déjà à l'avantage des Russes avant même de négocier. Et l'autre chose, je reviens sur exactement, enfin je suis d'accord avec le général, aujourd'hui il y a des pays en Europe, notamment l'Allemagne et la Pologne, qui profitent de cette guerre pour devenir des puissances militaires, parce qu'aujourd'hui l'économie n'est plus la numéro 1, ce qui compte, mais c'est vraiment l'aspect militaire qui est revenu. Réponse du Kremlin à la visite de l'émissaire américain, mercredi ou jeudi, une visite importante et utile, ça vient de tomber en direct sur LCI. Merci à tous les 3 de m'avoir accompagné aujourd'hui.